Dans un pays où l'élevage de chats est pris autant au sérieux que la fabrication d'armes, personne ne s'est jamais posé une simple question: il arrivera quoi quand il y aura trop de chats? Et on ne parle pas de simples chats, mais de prédateurs, des tueurs impitoyables qui peuvent survivre sans eau. Et tôt ou tard, ces cobayes quittent le labo, direction le désert. Quand les caisses se sont ouvertes, des centaines de chats ont posé leurs pattes sur le sable brûlant et tout a commencé. Là où rien ne survit le jour, sont arrivés des chasseurs qui voient dans le noir. Libérez le minou. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Voici les Émirats Arabes Unis. Autrefois, les chats des sables avaient presque disparu, il en restait moins de 250. Mais à Al Ain, on a voulu accomplir l'impossible, créer des chasseurs du désert en éprouvettes. En 2003, du matériel génétique a été congelé et 7 ans plus tard, les premiers chatons sont nés. Plus tard, on y a ajouté des lignées américaines, européennes et moyen-orientales pour obtenir le parfait hybride. Maintenant, Al Ain abrite la plus grande population de chats des sables au monde. Mais derrière les murs du labo, quelque chose de dangereux se prépare, leur retour à l'état sauvage. Les chats des sables vivent dans certains des endroits les plus hostiles de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à la chaleur et à la sécheresse du Sahara, ce qui est impressionnant. Par ailleurs, on en trouve dans la péninsule arabique et en Asie centrale, notamment au Turkménistan, en Iran, au Pakistan et en Afghanistan. Vous voyez le type de climat qu'ils préfèrent, pas vrai? La zone qu'ils habitent est immense, mais en voir un est presque impossible, surtout le jour, et les experts comparent les chances d'en croiser un à celles de gagner au loto. La nuit, les chances sont meilleures, mais il faut s'accrocher. Les chats des sables boivent peu, voire pas du tout, car ils extraient l'humidité de leur proie. Leur fourrure crème rayée se fond dans le décor sablonneux et rocheux et ils pèsent moins de 3 kilos. Ces petites créatures se déplacent sous les buissons bas et dans des tunnels. Bref, impossible de les repérer, même en sachant où chercher. Une épaisse fourrure noire entre leurs coussinets protège leurs pattes du sable brûlant. Ça et les vents constants font que ces petits chasseurs nocturnes ne laissent presque pas de traces. Un autre bonus évolutif, c'est leurs grandes oreilles qui captent les sons les plus faibles, comme ceux des rongeurs sous terre jusqu'à 180 mètres de distance. Leurs oreilles les aident aussi à détecter les chercheurs munis de colliers radio et à disparaître à leur approche. Vu leur discrétion, on sait très peu de choses sur eux. Il n'existe quasiment pas d'archives et la première description scientifique ne date que de 1858. Pourtant, bien entendu, ces chats existaient bien avant. La cartographie de leur territoire a dû se faire à l'aveugle tant les observations sont rares. Même les pièges photographiques sont inefficaces. Vivant en mode furtif, ces chats se tapissent et ferment les yeux quand la lumière les frappe, ce qui neutralise les dispositifs de suivi oculaire. Le chat des sables était et demeure l'un des félins les plus mystérieux. Pourquoi je vous raconte tout ça? Car ces petits prédateurs sont élevés en captivité et il est temps d'imaginer ce qui va se passer quand ils retourneront à l'état sauvage. Première chose, les chats des sables sont des pros de la chasse. En général, ils s'en prennent aux petits rongeurs, mais ils ne dédaignent pas les lièvres, oiseaux, araignées, insectes et lézards. Parfois, s'ils ont de la chance, ils attrapent même des serpents, venimeux ou non. Tous finissent dans leur estomac. Les chats des sables se déplacent sans bruit, rasant le sol, tendant l'oreille, et s'ils captent le son d'une proie sous la surface, ils creusent. À toute vitesse, comme un tractopelle poilu. Parfois, s'ils veulent garder la proie pour plus tard, ils l'enterrent. Grâce à leur talent, les chats des sables pourraient être de parfaits auxiliaires, là où les gens souffrent de la présence de nuisibles, rats, serpents et autres. Dans l'émirat de Ras El Khaimah, les fermiers ont remarqué une chose étrange, des serpents venimeux apparaissaient dans les champs, des espèces qui n'y avaient jamais vécu. Tout a commencé quand des engrais provenant de régions tropicales ont été importés. Personne n'a vérifié ce qu'il y avait dans les sacs. Quand la température a atteint 50 degrés, de petits reptiles ont commencé à sortir du sol, vivants, agressifs, avec des motifs jamais vus dans les déserts d'Arabie.
Un fermier a raconté que ses ouvriers avaient trouvé 2 serpents bruns arboricoles, une espèce très venimeuse originaire d'Australie. Ils les ont tués à coups de pelle, mais ça n'était que le début. Un autre fermier a aperçu un énorme serpent dans sa palmeraie et s'est enfui, abandonnant ses animaux. Le problème, c'est que ces serpents se reproduisent vite. Leurs œufs peuvent rester en dormance dans le sol pendant des années, puis éclore une fois le sable assez chaud. Dans un désert, c'est une bombe à retardement. Et quand les serpents ont commencé à s'approcher des maisons, les gens ont compris que les méthodes ordinaires ne suffiraient pas. Mais les serpents n'étaient qu'un détail. Au même endroit, les fermiers luttaient contre une autre plaie, les rongeurs. Rats et souris infestaient les élevages de volailles, grignotaient les œufs, les poussins et la laine des brebis. Celles-ci développaient des ulcères, perdaient du poids, stressaient et ne produisaient plus de lait. Avec la chaleur et la sécheresse, c'était un désastre. C'est alors que quelqu'un a eu une idée. S'il existe des chats qui peuvent survivre sans eau et qui chassent la nuit, pourquoi ne pas s'en servir contre ces nuisibles? Les chats des sables correspondaient parfaitement. Petits mais rapides, silencieux et surtout immunisés contre le venin. L'idée semblait brillante. Ces animaux sont de parfaits tueurs nocturnes, faits pour le sable et l'obscurité. Il ne restait qu'à ouvrir les cages. Personne n'a réalisé qu'en soulevant ces couvercles, un nouveau cycle allait commencer. Un cycle incontrôlable. Les premiers rapports ont eu lieu quelques semaines plus tard. La nuit, les fermiers trouvaient d'étranges empreintes près des poulaillers, petites mais avec des griffes bien visibles. Mais les caméras ne montraient rien, que le désert, le vent et des oiseaux morts. Les conséquences d'une chasse qui n'aurait pas dû avoir lieu. Les villes s'étendent, le territoire se remplit de routes, de chantiers, de lumière. Et la nature n'a plus le temps de reculer. Ce qui était rare est devenu la norme. Des ratons laveurs fouillent les poubelles à Toronto, des chacals dorment dans les parcs de Tel Aviv, des léopards rôdent aux abords de Mumbai. Mais la nature sauvage n'a pas disparu, elle a atteint un autre niveau. Les chercheurs parlent d'adaptation. En fait, il s'agit de survie 2.0. Les règles changent et les animaux sont forcés de s'y plier. Certains disparaissent, d'autres apprennent de nouvelles mécaniques. Selon l'Institut de la faune urbaine, plus de 2000 espèces ont appris à maîtriser le nouveau biome que sont les villes, à se nourrir de nos déchets, à se cacher sous nos toits et à profiter de nos ressources inépuisables. En effet, dans les jungles de béton, survivre est plus facile. Pas de sécheresse, pas de chasse, un flux constant d'énergie. Poubelles, décharges, mangeoires, restes de nourriture, un butin inépuisable. Les biologistes estiment que près d'un tiers des calories consommées par les animaux urbains provient de nous. On nourrit un nouveau biome sans même réaliser qu'il gravite autour de nous. À la base de cet écosystème urbain, on trouve les rats, souris et pigeons. Ils sont les premiers à revendiquer le territoire. Puis, comme dans un jeu de survie, les prédateurs, hiboux, faucons, coyotes. La ville est un nouveau type de désert, fait de béton et éclairé par des lampadaires où seuls les plus adaptables s'en sortent. Dans certaines mégapoles, ce processus est allé trop loin. À Chicago, les coyotes ont appris à traverser sur les passages piétons et à Mumbai, les léopards chassent entre les maisons, ne se cachant plus des humains. À Londres, les renards fouillent les poubelles des ambassades et ne craignent plus les sirènes. La ville a cessé de nous appartenir, c'est maintenant un serveur ouvert où les animaux suivent leurs propres règles. Si les chats des sables intègrent ce biome, ils en verront vite les avantages. Plus besoin de creuser des terriers ou de traquer des serpents. Sous les lampadaires, les proies sont partout et la chasse ne connaît plus de fin. Tôt ou tard, ces chats investiront les villes et quand ce sera fait, le bouton « Annuler » ne marchera plus. Même quand tout fonctionne, les chats s'adaptent, se reproduisent et le système se stabilise, la nature publie des mises à jour. Quand le sommet de la pyramide déborde de prédateurs, elle s'effondre. Et dans n'importe quelle simulation, ça se termine pareil, par une réinitialisation. La nature suit ses propres règles, comme celle de la pyramide écologique. C'est une représentation de la distribution de l'énergie. Qui mange qui? Pourquoi certaines espèces sont innombrables, tandis que d'autres ne comptent que quelques individus?
À la base, constituant le socle, les plantes, les algues, le plancton, le krill, cette masse qui nourrit toutes les autres. Plus on monte, moins il y a de créatures, plus grandes elles sont, plus affamées et plus dangereuses. Et au sommet se trouvent toujours les prédateurs. Ils sont peu nombreux et c'est normal. C'est ainsi que la nature maintient l'équilibre. Si le sommet se remplit, les étages inférieurs s'effondrent et c'est là que ça devient intéressant. Les chats des sables sont au sommet de la pyramide du désert. Ils sont entourés de sable, de rares rongeurs et insectes et n'ont aucun rival. C'est de parfaits chasseurs vivant dans un monde où la survie sert de monnaie. Imaginons qu'on décide d'augmenter artificiellement le niveau de difficulté en introduisant ces centaines de nouveaux prédateurs. Le sommet de la pyramide gagnera en taille, mais la nature ne le tolérera pas, elle rétablira l'équilibre brutalement. Le premier scénario semble naturel, il n'y aura pas assez de nourriture. Les chats mourront, libérant de l'espace pour les survivants. La nature rétablira l'ordre, mais pour les humains ce sera un désastre. Des années de recherche, des millions d'euros dépensés, tout ça pour mener une espèce au bord de l'extinction. Le deuxième scénario est plus effrayant. En cas de surchauffe du système, les prédateurs trouvent parfois un moyen de le réinitialiser. Ils élargissent leur menu et se mettent à tuer tout ce qui bouge, à procéder à une véritable purge. D'abord viennent les serpents et les rongeurs, puis les lézards et les oiseaux. Les plus vulnérables sont ceux qui nichent au sol, ils sont les premiers à disparaître. Un cycle de chasse suffit et une espèce peut s'évanouir. Vient ensuite ce qu'on appelle cascade écologique, un effet domino déclenché par l'ajout ou le retrait d'un super prédateur qui cause l'effondrement des niveaux inférieurs. Les premiers signes apparaissent toujours au même moment, la nuit. Des moustiques émergent dans le désert, là où il n'y en a jamais eu. Des sauterelles sortent des fissures du sol, les oiseaux disparaissent, le silence même devient plus pesant. La nature ne se venge pas, elle redémarre pour corriger l'erreur. Qui dit moins de lézards dit plus d'insectes, qui dit plus d'insectes dit plus de nuisibles. Pas étonnant que tout empire autour de nous. C'est toujours la même histoire, on a tout gâché une fois de plus. Et bien sûr, les chats des sables sont faits pour profiter de telles catastrophes. Ils n'ont pas de frontières, ne revendiquent pas de territoire, n'ont pas besoin d'eau. C'est de parfaits explorateurs des mondes brûlants. Ils se fichent de savoir où passer la ligne entre humain et nature, ils l'effacent. Les chats des sables ne sont pas des prédateurs ordinaires. Pas seulement parce qu'ils sont aussi minuscules que mignons, ils se comportent différemment aussi. Ils se déplacent comme un virus. Ils se répandent au hasard, sans but précis. Ils disparaissent pour réapparaître ailleurs à des centaines de kilomètres. Pour la nature, c'est une migration. Pour les humains, une erreur système. Des études ont révélé quelque chose de curieux. Leur aire de répartition, selon des données récentes, est la plus grande parmi les félins. C'est de véritables nomades. Ce qui, au fait, rend leur étude presque impossible. Ils sont vite hors de portée des récepteurs radio, aucun appareil ne peut les suivre. Les chats des sables ne s'attachent pas facilement. Ils peuvent s'installer n'importe où puis partir brusquement, sans prévenir, dans une autre direction. Le territoire d'un mâle peut atteindre 310 km², celui d'une femelle 260. C'est énorme, surtout pour de petits animaux de 40 à 50 cm de long, queue non comprise. La queue fait la même longueur que le reste du corps. Les chercheurs pensent que leur goût de l'errance dépend de l'âge, du climat, des proies disponibles et bien sûr de la proximité des humains. La conclusion est évidente, si on les relâche, les chats des sables ne vont pas rester en place. Ils vont se disperser, loin des humains, et sans éliminer le moindre parasite. Toutes les tentatives précédentes de réintroduction se sont soldées par un échec. Ça se passe toujours pareil. D'abord l'espoir, puis le silence, et enfin des rapports suggérant prudemment « tous les individus ne se sont pas adaptés, la population se comporte de manière imprévisible, personne n'écrit franchement que ça a échoué ». Puis ces projets sont étiquetés « expérience terminée ». Point final. Voici le zoo biblique de Jérusalem, un des rares zoos où on ne se contente pas de montrer les animaux, mais où on cherche à les sauver.
Certains de leurs pensionnaires sont des chats des sables élevés à part pour être relâchés un jour. C'est encourageant, mais en pratique, comme toujours, les choses sont compliquées. Le zoo a lancé un programme de réintroduction dans la vallée de l'Araba, près du kibboutz de Lotan. Un lâcher a eu lieu, mais les résultats ont été tragiques. Les chats élevés en captivité n'ont pas survécu. Quelques animaux avaient été préparés à la vie sauvage dans une zone spéciale, mais ça n'a pas suffi. Le problème, c'est que la captivité change les animaux. Plus ils vivent sous la garde des humains, moins ils ont de chances de s'en sortir dans le désert. Les animaux nés dans un zoo sont moins méfiants, ils se cachent moins bien et ne savent pas éviter le danger. Dans la nature, c'est une condamnation à mort, car les prédateurs n'accordent pas de seconde chance. Si on est trop lent, on est dévoré. Ce schéma est valable quelle que soit l'espèce. Par exemple, quand on a voulu réintroduire des tamarins lions dorés, on a découvert que beaucoup ne savaient pas se déplacer dans les arbres et qu'ils étaient désorientés, incapables d'identifier la nourriture ou les dangers. Ça s'est mal terminé. Alors quand on veut relâcher des animaux pour la bonne cause, il ne s'agit pas d'ouvrir une cage et de les laisser partir en espérant que tout ira bien. Le processus comporte d'innombrables nuances. Aux Émirats, on élabore des plans, mais rien n'a encore été fait. Israël a essayé et a échoué. Honnêtement, si c'était facile, de tels programmes existeraient partout, mais il n'y en a presque pas, même si des gens continuent d'essayer. Le 20 décembre 2023, un avion en provenance de Suède a atterri à l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo qui transportait 2 léopards, Filou et Shiva. Quelques jours plus tard, ils ont été envoyés dans le Caucase, vers un centre spécial où ils devaient donner naissance à une nouvelle génération de prédateurs. Autrefois, les léopards étaient courants dans le Caucase, mais petit à petit, ils ont disparu. À cause des humains. Chasse, empoisonnement, déclin des ongulés dont ils se nourrissaient. En 2005-2006, il ne restait plus un seul léopard dans le Caucase. Aucun. C'est alors qu'est née l'idée de les réintroduire, mais on ne pouvait pas se contenter d'en faire venir et de les relâcher. Il leur fallait de l'espace, des proies, une protection contre les braconniers et une chance d'apprendre une chose qu'ils ignoraient, comment survivre sans les humains. Dans les montagnes, loin des humains, un centre a été construit, doté d'enclos où les léopards pouvaient se préparer à la vie sauvage. 2 mâles sont arrivés en 2009, suivis par 2 femelles un an plus tard, et en 2012, un autre couple est arrivé du zoo de Lisbonne. Et puis, des petits sont nés. Jusqu'à 8 mois, ils vivaient avec leurs parents, puis on les déplaçait dans des enclos séparés où ils apprenaient à chasser sangliers, chèvres et cerfs. Tout allait bien. Après une longue préparation, les jeunes léopards ont été relâchés dans une réserve naturelle et dès lors, ils étaient libres. Une réserve n'est pas un zoo, il n'y a pas de clôture, pas de barbelés, mais une zone ouverte que tous les léopards ont fini par quitter. Mais l'histoire s'est mal terminée. En février 2019, l'un des léopards, un mâle nommé Kili, est mort. Il avait été relâché en juillet 2016, avait réussi à s'adapter, mais il a quitté la zone protégée et est tombé dans un piège. Il ne lui était sans doute pas destiné, mais voilà, le léopard est mort et les braconniers n'ont jamais été retrouvés. Plus tôt, en 2017, une femelle nommée Victoria est morte d'une manière étrange, d'épuisement. L'année précédente, elle avait pourtant survécu à l'hiver, chassant et se nourrissant normalement. Bref, c'était un mystère. L'histoire de Victoria était tragique dès le départ. Après son lâcher, elle est allée vivre près des humains, volant des poules, mais personne ne lui a tiré dessus. Au lieu de ça, les habitants l'ont capturée et l'ont ramenée au centre. Les zoologistes l'ont examinée, mais Victoria était saine et savait chasser. Elle a bénéficié d'une deuxième chance, mais est morte quand même. On ignore ce qui est arrivé. Peut-être qu'une partie de chasse a mal tourné, qu'elle a été blessée. Une théorie dit qu'elle n'a pas réussi à se débrouiller dans la neige profonde. Dans tous les cas, une chose est sûre, elle a disparu. Un léopard nommé Elbrus avait été relâché en 2018 et même s'il n'est pas officiellement considéré comme mort, le suivi par satellite a montré qu'il n'avait pas bougé pendant plus d'une journée. En général, ça veut dire que l'animal est mort. Mais quand les biologistes ont atteint l'endroit, une coulée de boue avait tout balayé, une puissante vague de terre et de pierres. Ce qui est arrivé à Elbrus reste un mystère.
Peut-être qu'il a été enseveli ou qu'il a perdu son collier, lequel est resté sur place et qu'il rôde encore quelque part. Au total, 10 léopards avaient été relâchés, mais les statistiques se sont révélées loin d'être encourageantes. 3 sont morts et 1 a disparu. Une autre femelle est morte plus tard, de cause incertaine. Une théorie dit que c'était une maladie, des parasites ayant été trouvés dans son sang. Une autre parle d'épuisement causé par l'infection. Un gros travail a été accompli, des années de préparation, des millions investis, une surveillance constante, et pourtant le résultat reste trop fragile. Chaque succès est suivi d'un revers, et ses conséquences peuvent être dévastatrices. À chaque nouveau programme, une chose devient plus évidente, c'est pas des coïncidences. Chaque projet suit le même schéma. Excitation, puis silence, et enfin rapport évoquant le comportement imprévisible des animaux. Tout ça tourne en rond, seuls les noms des animaux et les espèces changent. Apparemment, quand on veut faire revenir la nature, ça se termine toujours comme la nature elle-même l'a décidé. Voici un autre exemple venant des Pays-Bas. Là-bas, on a lancé un projet de restauration des zones humides sauvages à l'est d'Amsterdam, un rêve de biologiste, un véritable Serengeti néerlandais. Une immense zone reprise à la mer où cerfs, chevaux et bovins errent librement sans intervention humaine. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un hiver transforme ce paradis en cauchemar. Avec le froid, des centaines d'animaux sont morts de faim. Cerfs, chevaux coniques de Pologne, aurochs de Heck. Autant d'animaux censés symboliser le retour de la vie sauvage. Après plusieurs hivers doux, la population animale sur le site de 5000 hectares avait atteint 5230 individus. Mais un hiver rigoureux a frappé et seuls 1850 ont survécu. Les autres, près de 90% du total, ont été abattus pour leur épargner une mort lente et douloureuse. Un comité spécial a ensuite critiqué les autorités pour avoir laissé la population croître sans contrôle, affirmant qu'elles avaient ainsi détruit la nature sauvage. Cet excès d'herbivores avait endommagé les arbres et les oiseaux avaient disparu. Ainsi, ce projet de nature sauvage dans une zone limitée a été un désastre. Il faut dire que lors de la création de la réserve, on a ignoré le concept de pyramide écologique. Sur cette parcelle isolée, la pyramide n'avait pas de sommet, pas de prédateurs. Par conséquent, la partie centrale, riche de cerfs et de chevaux, a pris trop d'ampleur et la base, la nourriture, ne suffisait plus. Le résultat était prévisible. La base s'est effondrée et tout ce qui était au-dessus a suivi. Un autre exemple récent nous vient d'Australie, où une tentative du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud de réintroduire des koalas dans leurs forêts ancestrales s'est soldée par un échec. Plus de la moitié n'ont pas survécu, et 2 ont montré des signes de septicémie. Le reste a dû être ramené au centre. Pourtant, l'idée semblait bonne, réintroduire des koalas là où ils avaient disparu, dans le cadre d'un vaste programme de conservation visant à soutenir les koalas de cet état dont la situation est difficile. En avril 2025, les experts ont sélectionné 13 koalas dans une zone à forte densité, la zone de conservation d'Upper Nepean à l'ouest de Wollongong. Ils ont été déplacés dans le parc national de Southeast Forests près de Bega. Tout se déroulait comme prévu, mais soudain, quelques jours plus tard, les premiers décès ont eu lieu. En 2 jours, 3 koalas sont morts. L'équipe a sonné l'alarme et les 10 koalas restants ont été transférés dans une clinique vétérinaire, mais ça n'a pas suffi. 4 autres sont morts. L'autopsie de 2 d'entre eux a révélé une grave inflammation des poumons et du foie. Une septicémie, une infection du sang, avait sans doute causé la mort. Heureusement, les 6 koalas restants étaient en bonne santé et ont été ramenés dans leur habitat d'origine. Le projet a bien sûr été suspendu pour comprendre ce qui s'était mal passé. Durant l'enquête, on a remarqué quelque chose, tous les cas mortels se sont produits 4 à 5 jours après de fortes pluies. C'était sans doute le facteur clé, car un temps humide prolongé est dangereux pour les koalas. Ça interfère avec leur alimentation, leur régulation thermique et ça affaiblit leur système immunitaire. Tout le projet va devoir repartir de zéro et être réévalué. Les conditions de la réintroduction n'étaient pas les bonnes. Comme l'a dit une professeure de l'université de Sydney,
Réintroduire des animaux sauvages est extrêmement difficile et la mort de ces koalas était un événement très regrettable. Difficile de lui donner tort. À plus.